Chères étudiantes et étudiants, bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu vous protège tous de cette pandémie mondiale. Dans la continuité de nos précédentes séances du cours Microéconomie 2, nous abordons dans cette vidéo notre dernier chapitre, à savoir le marché de monopole. Ce cours est destiné bien évidemment aux étudiants S2, sciences économiques et gestion, surtout les ensembles 7 et 8. En guise d'introduction, on dit qu'une firme est en situation de monopole simple lorsqu'il est l'unique producteur d'un bien ou d'un service sur le marché. Le monopoleur est le seul vendeur sur le marché qui détermine la quantité à produire ou le prix du marché. Il est le price maker ou le faiseur du prix. À titre d'exemple, l'ONCF pour le transport ferroviaire, l'OCP pour l'extraction des phosphates et l'IDEC pour la fourniture de l'électricité et de l'eau dans certaines villes comme Casablanca. En situation de monopole, les biens produits ne possèdent pas de substitut proche. Par ailleurs, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une firme peut être seule sur le marché. C'est ce qu'on appelle les sources de monopole. Dans un premier lieu, on trouve le monopole naturel, surtout dans une branche d'activité qui nécessite des investissements très importants en termes de coûts fixes qu'il ne serait pas viable de les multiplier pour permettre l'introduction des concurrents. C'est le cas par exemple du transport ferroviaire avec le coût très élevé de la construction des lignes de chemin de fer. Ces monopoles sont en général gérés par des entreprises publiques car du caractère vital de leurs activités, tous les citoyens doivent y avoir accès à un coût raisonnable. Une entreprise privée pourrait avoir la tentation de profiter de la situation pour faire des surprofits. Le contrôle d'une ressource rare ou d'un brevet constitue une deuxième source de monopole. Ainsi, dans certaines branches, il y a des barrières à l'entrée au marché. Par exemple, du fait des coûts de recherche et développement exorbitants, ces recherches permettent de déposer des brevets pour protéger les innovants pendant un certain temps. L'entreprise bénéficie alors d'un monopole temporaire. C'est le cas par exemple dans le domaine pharmaceutique. De même, lorsque l'entreprise détient une ressource rare comme l'uranium ou le nickel. La troisième source de monopole est le monopole institutionnel ou public. Il s'agit d'une source historique de monopole. L'État ou une collectivité peuvent être à l'origine d'un monopole légal en restreignant de façon réglementaire la concurrence sur un marché donné afin de poursuivre certains objectifs stratégiques, comme par exemple dans le domaine d'armement ou d'aménagement de territoire. En dernier lieu, certains comportements industriels peuvent créer une situation de monopole. Exemple, certaines stratégies actives des firmes ont vu d'évincer et d'éloigner les concurrents du marché. Ces stratégies peuvent être collectives, comme les ententes sur les prix, ou individuelles, comme le dumping ou la discrimination par les prix. En effet, si le monopoleur se sent menacé par l'arrivée de nouveaux concurrents, elle peut vendre à un prix inférieur au coût moyen, quitte à faire momentanément des pertes ou fixer un prix inférieur à celui qui maximiserait son profit. On conclut ainsi que les monopoles se forment généralement sur les marchés quand les conditions de la concurrence pure et parfaite ne sont pas respectées. Ces conditions, comme la libre entrée au marché, la transparence, l'atomicité, etc. En situation de monopole, le monopoleur est le seul producteur sur le marché. L'offre globale du marché égalise l'offre de l'entreprise unique. Cette dernière est libre de fixer la quantité à produire ou bien le prix du produit. Mais elle ne peut pas maîtriser les quantités qui lui seront achetées à ce prix. Chaque niveau de production Y offert sur le marché va imposer un niveau du prix donné. La quantité offerte est une variable déterminante du prix, de même que la quantité demandée par la suite. En effet, si le prix varie à la baisse, par exemple, les quantités demandées vont varier à la hausse et vice-versa. Comme la firme constitue l'unique producteur,
Il n'y a qu'une seule courbe qui représente à la fois la demande à la firme et la demande globale de ce produit. L'entrepreneur monopoleur maximise son profit en faisant varier sa production ou son prix. Rappelons qu'en situation de concurrence pure et parfaite, le prix étant déterminé par le marché et imposé à la firme, il représente à l'équilibre la recette marginale et la recette moyenne. En situation de monopole, par contre, la demande est une fonction inverse du prix. Autrement dit, le prix est donné par la fonction inverse de la courbe de demande totale qui est strictement décroissante, ce qui implique que la recette marginale qui résulte d'un supplément de vente est décroissante. Bien évidemment, une firme dans une situation de monopole qui décide de produire la quantité Y a la recette moyenne égale P de Y, la recette marginale égale P' de Y multiplié par Y plus P de Y, après un calcul mathématique simplifié de la dérivée de la recette totale. Sachant que la fonction du prix est décroissante, donc le produit P' Y est négatif, ce qui implique que la recette marginale est toujours inférieure au prix. En règle générale, quel que soit le niveau de production, en situation de monopole, la recette moyenne qui est égale au prix est supérieure à la recette marginale. Contrairement à la concurrence pure et parfaite, ces deux grandeurs, en l'occurrence recette moyenne et recette marginale, sont des fonctions décroissantes de l'offre avec la recette moyenne qui doit être strictement supérieure à la recette marginale. Ce qui explique le fait que si le monopoleur veut augmenter son volume de production, il doit incontestablement réduire son prix de vente. Pour illustrer cette interdépendance, prenons l'exemple suivant. Nous avons la fonction de demande inverse suivante, Px égale 10 moins 3y. Pour y égale à 0, le prix égale à 10. Et pour le prix égal à 0, la quantité y égale 3,3. Le consommateur n'achète pas le bien X si son prix est supérieur ou égal à 10. Donc nous avons la recette totale égale 10y moins 3y au carré et la recette marginale égale 10 moins 6y. Lorsque la recette marginale est nulle, la quantité y égale à 5 sur 3. Rappelons que la recette totale est nulle lorsque le prix ou la quantité sont nuls. Il est maximum lorsque la dérivée première de la recette totale est nulle et la dérivée seconde est négative. Essayons de voir maintenant la représentation graphique de ces différentes fonctions, recette totale, recette marginale et recette moyenne. L'équation de second degré de la recette totale est représentée par une parabole. La recette moyenne est illustrée par la droite D. Une petite remarque à ce niveau. La recette marginale peut être négative lorsque l'accroissement de la recette totale devient négatif. La courbe de la recette marginale décroît alors plus rapidement que celle de la recette moyenne. De toute façon, la courbe de la recette marginale coupe l'axe des abscisses en un point P situé à mi-distance du niveau qui annule la recette moyenne. Lorsque le prix égale à 0, il est évident que la recette moyenne et la recette totale sont nulles. Donc, par ailleurs, nous allons traiter maintenant le point lié à l'équilibre du monopole. En principe, l'équilibre en situation de monopole, comme dans toutes sortes de marchés, signifie pour le producteur la maximisation de son profit. À la différence de l'équilibre en concurrence pure et parfaite qui est conditionné par l'égalisation entre le prix de vente et le coût marginal de production, l'équilibre en situation de monopole se réalise lorsque la recette marginale égalise le coût marginal qui doit être strictement inférieur au prix de vente. Cette règle générale d'équilibre n'est rien d'autre que le résultat de la résolution de programmes de monopole liés à la maximisation du profit détaillé dans ce slide. Ainsi, selon la condition de deuxième ordre, le taux d'augmentation de la recette marginale doit être plus faible que le taux d'accroissement du coût marginal.
Si une augmentation de la production engendrait un supplément de recettes plus élevé que le surcroît du coût correspondant, le monopoleur aurait intérêt à continuer à produire jusqu'à ce que, au point d'équilibre correspondant, la recette marginale égalise le coût marginal. Dans la représentation graphique, nous avons les droites, recette moyenne, recette marginale et coût marginal. Le coût marginal illustre l'offre. La recette moyenne illustre la demande. Le point d'intersection F entre droite de la recette marginale et coût marginal est le point d'équilibre qui correspond à une production OE. O, c'est l'origine du repère et un prix indiqué par le point B sur la courbe de demande. Donc, Px égale EB égale OA. Le profit unitaire CB égale le prix de vente EB moins le coût moyen EC. Le profit total, c'est le profit unitaire CB multiplié par la quantité vendue OE. Il est présenté par le rectangle A, B, C, D. Le profit maximum du monopole correspond à une situation d'équilibre stable. En effet, si le niveau de production est supérieur à OE, la recette marginale serait inférieure au coût marginal, d'où une perte sur la dernière unité vendue. Et si le niveau de production est inférieur à OE, la recette marginale serait supérieure au coût marginal. Et l'en résulte un manque à gagner, soit un profit supplémentaire à acquérir. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, le monopoleur peut augmenter son profit en augmentant sa production. Elle atteint l'équilibre, c'est-à-dire le maximum de profit, lorsque la recette marginale égalise le coût marginal. En effet, l'entreprise monopoleuse accroît son profit tant que la vente d'une unité supplémentaire rapporte davantage qu'il ne coûte. Logiquement, l'équilibre se réalise donc lorsque la courbe de recette marginale intercepte celle du coût marginal. Le nouveau équilibre correspond à celui d'un prix plus élevé qu'en situation de concurrence pure et parfaite et à une quantité produite inférieure. Ainsi, comme le montre le graphique, la concurrence pure et parfaite est caractérisée par des quantités élevées et des prix bas. Par contre, le monopole est caractérisé par des prix plus élevés et des quantités plus faibles. L'écart entre le prix et le coût marginal constitue et mesure ce qu'on appelle la rente de monopole. D'une manière générale, on parle de rente de monopole lorsqu'il s'agit d'un profit durable et important. Par rapport à une situation de concurrence pure et parfaite où les entreprises auraient des courbes de coût marginal dont la somme se confondrait avec celle du monopole, on constate que les consommateurs perdent doublement. Avec le monopoleur, ils payent un prix supérieur et doivent se contenter d'une quantité inférieure. Le monopole produit moins à un prix plus élevé. De plus, en situation de concurrence pure et parfaite, à long terme, le prix baisse jusqu'au minimum du coût moyen. Si l'entreprise veut à nouveau dégager des profits, elle doit réduire ses coûts. La concurrence pousse les entreprises à mettre en œuvre des technologies plus performantes. Tel n'est pas le cas du monopole, puisqu'aucune entreprise nouvelle ne peut accéder au marché. Dans cet ordre d'idées, une question importante se pose. Est-ce que le monopole est inefficace? Pour répondre à cette question, nous allons comparer les pertes de consommateurs et les gains du producteur afin d'évaluer l'impact du monopole sur le bien-être social. A priori, par rapport à un marché de concurrence pure et parfaite, une situation de monopole aboutit à un couple prix-quantité qui dégrade non seulement le surplus du consommateur, mais surtout le surplus global et donc le bien-être social. Considérons successivement ces deux atteintes au bien-être.
Nous mesurons le surplus de consommateurs par la différence entre le consentement à payer, que représente la courbe de demande, et le prix du marché, montant que tous les consommateurs paieront effectivement. Ce que les consommateurs seraient prêts à payer en plus par rapport à ce qu'ils dépensent déjà est une bonne approximation des avantages que les consommateurs obtiennent de l'échange. Le surplus net du consommateur en régime concurrentiel est représenté par la surface du triangle BAP, tandis qu'en régime monopolistique, ce surplus du consommateur se réduit à la surface CDP. Par comparaison avec le marché de la concurrence pure et parfaite, le monopole se traduit par une diminution du bien-être des consommateurs que mesure la surface BADC de la figure. Systématiquement, à cette perte de surplus pour le consommateur, la situation de monopole accroît le surplus du producteur. Dans la figure, le profit passe de la surface BAO en concurrence à la surface OCDF en régime monopolistique. Le profit total est sans doute supérieur en situation de monopole par rapport à la situation de concurrence pure et parfaite. Cependant, l'accroissement du surplus du producteur ne compense pas la totalité de la baisse du surplus du consommateur. Le surplus total, qui englobe le surplus du producteur, en l'occurrence le profit, et le surplus du consommateur, diminue. Donc, le bien-être social varie négativement. Ce surplus total est représenté en concurrence par la surface OPA et en monopole par l'aire OPDF. Le monopole influence donc négativement le surplus total. Cette diminution du bien-être social est désignée par le terme charge morte, illustré par l'aire DAF. En règle générale, la baisse du surplus total dépasse l'accroissement du profit d'un montant égal à la perte de bien-être social. C'est pourquoi on peut confirmer que le monopole est contre l'intérêt général car il ne permet pas de maximiser la richesse totale. Il est inefficient. De ce qui précède, les principales conclusions à retenir sont les suivantes. D'abord, un monopole est une firme qui a l'exclusivité de production sur un marché donné. Ensuite, comme une firme en concurrence pure et parfaite, une firme en monopole maximise son profit en produisant la quantité pour laquelle la recette marginale égalise le coût marginal. De plus, contrairement au cas d'une firme en concurrence pure et parfaite, le prix du monopole est supérieur à sa recette marginale et donc supérieur à son coût marginal. Et enfin, la quantité de la production qui maximise le profit du monopole est inférieure au niveau qui maximise la somme du surplus des consommateurs et des producteurs en concurrence pure et parfaite. Le monopole engendre donc une perte sèche pour la société. Il est généralement inefficace. Donc merci pour votre attention.